Nous habitons un pays où la majorité des Français sont anti-nucléaires, pro-panneaux solaires photovoltaïques, une majorité semble contre l'éolien terrestre, surtout quand l'éolienne est devant leur fenêtre. Notre système électrique est en train de changer, en profondeur, sous pression de l'opinion publique, de lobbies, de politiques libérales et de l'Union européenne. Je vous propose aujourd'hui de prendre un peu de recul et d'essayer de répondre à la question suivante. Est-ce que derrière ce changement, les géants du pétrole et du gaz n'auraient pas un intérêt ? La question peut paraître étonnante, mais je trouve qu'elle mérite d'être posée car la réponse me semble très éclairante. Je vous avoue, j'ai vraiment hésité à faire cette vidéo car si elle est mal comprise, certains vont s'énerver en m'imaginant pro-nucléaire et anti-éolien. Ce que je vous assure n'est vraiment pas le cas. Mais bon zut, si même moi je me censure de peur d'être vilipendé, je rappelle, je ne défends rien, j'essaie juste d'analyser et de vous donner des outils pour réfléchir par vous-même. Ok ? Allez, on tente. Quasi tout le monde qui se sent écolo veut sortir des énergies fossiles et du charbon. Je suis à fond d'accord avec ça. Après, certains disent que l'on peut y arriver dans l'électricité grâce aux énergies renouvelables. Problème, les gaziers promeuvent la même chose. Dans ma trousse d'autodéfense intellectuelle, j'ai un outil qui est le suivant. Quand un groupe qui d'habitude n'a pas la même vision du monde que moi et que d'un seul coup il est d'accord avec moi, je m'interroge. Et là, quand j'ai vu les géants du gaz se mettre sur l'éolien et le solaire, ça m'a interrogé. Deux possibilités. Soit ils ont peur et ils cherchent un moyen de sauver leur business, soit ils y voient une opportunité à leur business. En analysant différents paramètres, je suis arrivé à la conclusion que c'était la deuxième hypothèse la plus probable. Et que donc les gaziers ont un intérêt à ce que les énergies renouvelables prennent une grande partie du mix énergétique. Je vais essayer de vous montrer pourquoi. Vous me direz si vous trouvez que j'ai tort, mais de façon courtoise, s'il vous plaît. Regardons concrètement dans le monde quelles sont les sources d'énergie pour faire de l'électricité, qui sont le plus installées sur ces dernières années. J'ai compilé pendant des heures plusieurs données de l'IEA pour faire ces courbes qui représentent les nouvelles capacités installées mondialement. Cela préfigure donc le monde de l'électricité de demain. On peut voir que l'énergie la plus installée et de loin est le solaire, puis justement le gaz. L'éolien arrive en troisième position mais stagne. Et tous les autres, charbon, pétrole, nucléaire, stockage et autres renouvelables sont quasi au point mort. Faites pause si vous voulez regarder plus en détail. Donc d'après les chiffres, on peut en déduire que le changement du mix énergétique n'impacte pas négativement le gaz. D'ailleurs, un petit aparté, j'ai croisé avec les données de gaz à effet de serre selon les sources et on obtient ce graphique pour visualiser l'évolution des gaz à effet de serre dus à ces nouvelles installations seulement. Et à l'échelle de l'Europe, vous voyez le changement du mix électrique entre 2018 et 2019. Grosse baisse du charbon et de la lignite et de l'hydraulique, mais belle augmentation de l'éolien terrestre et explosion du gaz. On avait vu dans une vidéo précédente que l'éolien, à cause de son intermittence, permet de fermer entre 2 et 8% de centrales pilotables. Voir pour ça ma vidéo sur est-ce que l'éolien et le solaire peuvent remplacer le nucléaire. Ça veut dire que si j'installe 100 gigawatts d'éolien, je vais pouvoir fermer au mieux 8 gigawatts de pilotables. Soit du charbon, soit du nucléaire, soit de l'hydraulique. Mais ça, personne ne veut toucher à l'hydraulique car c'est trop bien. On a vu dans une autre vidéo que la quantité de stockage nécessaire pour se passer des pilotables est telle qu'aujourd'hui on n'a pas de solution du côté du stockage sur le temps long, pour fermer beaucoup plus que ces 8%. Donc, pour gérer l'intermittence du solaire et de l'éolien, il faut bien des usines pilotables, vu que les solutions de stockage ne sont pas là. Et vu que l'on ferme du nucléaire et du charbon, qui c'est qui se positionne ? Le gaz. Les gaziers ont bien flairé le coup, eux, et ont très bien compris que les énergies renouvelables ne peuvent pas aujourd'hui se passer de pilotables. Et d'ailleurs ne s'en cachent même pas. Il suffit de regarder les pubs de ces gaziers avec leur gaz naturel. Juste ce terme naturel me rend dingue perso. On devrait leur interdire d'utiliser le mot naturel et le nommer gaz fossile. Bref, regardons leur publicité. Celle de Statoil qui dit « Le gaz naturel, le partenaire idéal pour les énergies renouvelables ». Ou celle de Total qui n'hésite pas à faire un beau parallèle entre les deux. Tiens, les géants des hydrocarbures nous font des pubs pour les énergies renouvelables. Ça devrait quand même nous faire réagir ça, non? Pas convaincu? Une petite dernière, de Shell qui tweet « Pas de soleil, pas de vent, pas de problème ». Découvrez pourquoi le gaz naturel est un partenaire naturel pour les sources d'énergie renouvelables. Et qui nous font une jolie vidéo. Le gaz naturel est un super partenaire pour les renouvelables. Quand le soleil ne brille pas ou que le vent est faible,
les centrales à gaz modernes peuvent répondre rapidement pour alimenter nos vies de manière fiable. Ça fait mal, hein? L'ennemi des gaziers, ça n'a jamais été les énergies renouvelables, mais le charbon et le nucléaire. Parce qu'ils ont bien intégré, eux, que moins il y aura de nucléaire et de charbon, plus il y aura de gaz. Et c'est pourquoi certains gaziers ne s'arrêtent pas qu'aux publicités et décident d'aller plus loin. Vu que les gaziers, pour prendre les parts du charbon et du nucléaire, ont besoin de faire du lobbying, les personnes qui sont contre le nucléaire seront des alliés pour les gaziers. On pourrait imaginer du coup que les gaziers donneraient de l'argent à des ONG antinucléaires. Non, c'est pas possible, ça fait trop théorie du complot tout ça. Eh bien si, des preuves s'accumulent que les gaziers sponsorisent des ONG. Attention, avant d'aller plus loin, je ne jette pas l'opprobre sur toutes les ONG. Je vais juste vous montrer que c'est déjà arrivé. Bon, d'abord, plusieurs grandes ONG refusent de donner leur nom de leurs donateurs. Mais certaines se sont faites lever. Une des plus grandes et anciennes associations pour l'environnement, le Sierra Club, a été forcée de reconnaître qu'ils ont touché entre 2007 et 2010, de la part de l'industrie du gaz, 25 millions de dollars. Du coup, le Sierra Club a dit non à un futur versement prévu de 30 millions de dollars. Il y a aussi l'association Natural Resource Defense Council, qui a pris 70 millions des gaziers et qui a milité contre les centrales nucléaires de Californie et de New York. On pourrait citer aussi l'Environment Law and Policy Center, qui se sont battus pour fermer les centrales nucléaires en Illinois. C'est une fondation créée par les intérêts dans le gaz et les énergies renouvelables. Et il y en a d'autres, hein. Mais vous avez compris l'idée. Est-ce que je trouve ça choquant? Non, franchement. Elles ont raison, ces ONG, vu que leur but c'est d'abattre d'abord le nucléaire. Par contre, ça met en lumière la stratégie des gaziers, non? Mais voit-on vraiment des centrales à gaz ouvrir là où on développe des énergies renouvelables? Et ou là où on diminue le nucléaire? Regardons d'abord aux États-Unis. Dans les différents États, fermer une centrale nucléaire se traduit quasi systématiquement par une augmentation de l'utilisation du gaz. Sur cet exemple, on voit que quand la part du nucléaire en jaune diminue dans ces différents États car on a fermé des centrales, la part du gaz qui est en marron augmente et pas vraiment la part renouvelable. Même chose pour la centrale de Indian Point qui sera remplacée par 3 centrales à gaz. Alors maintenant, normalement, vous allez me dire « Oui, mais en Europe, on installe beaucoup d'énergie renouvelable sans trop ouvrir de centrales à gaz. » Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est vrai. Mais c'est là que ça devient un petit peu compliqué. En fait, tout dépend du mix énergétique de départ du pays. Au début, quand vous commencez à installer des éoliennes et du solaire, vous avez encore beaucoup de centrales pilotables à votre disposition qui vous permettent d'assurer la stabilité du réseau et de répondre à la demande. Mais au bout d'un moment, quand vous en installez encore plus pour remplacer votre charbon ou votre nucléaire, les risques de manque d'électricité en cas d'absence de vent et de soleil sont tels que vous n'avez pas le choix. Il faut garder des centrales pilotables. Donc, dans le cas de l'Allemagne, ils ont installé beaucoup d'énergie intermittente pour enlever le nucléaire, et ça fonctionne. Mais pour remplacer à terme le charbon, ils auront besoin de gaz, comme l'a fait par exemple le service public allemand Stadtwerke Kiel. Et vous avez vu la qualité de l'accent là? Oui, je suis allemand, c'est pour répondre à un des commentaires. Bref, Stadtwerke Kiel remplace une centrale à charbon par une centrale à gaz. Et ça explique également la construction du gazoduc Russie-Allemagne que Trump veut à tout prix torpiller, car lui il veut vendre son gaz de schiste aux Allemands qui vont en avoir besoin pour remplacer le charbon. Alors certains vont me dire « Oui, mais on va pouvoir faire du biogaz et de l'hydrogène ». Je peux juste répondre qu'aujourd'hui il y a des essais, mais qu'il n'y a rien qui marche en grande quantité, avant un bon moment. Or, c'est de grandes quantités dont on a besoin. Regardez les prévisions de sortie des différents pays, hors France. 50 gigawatts de pilotables, c'est colossal. Il y a également une autre possibilité quand on regarde à l'échelle d'un pays. C'est de ne pas installer de pilotables et de compter sur ses voisins, comme le fait le Danemark qui s'appuie sur les barrages de la Norvège. C'est une excellente idée, bien que ça peut poser des problèmes d'indépendance du pays. En tout cas, il ne faut pas me sortir du coup « Oui, regardez, le Danemark, ils arrivent à n'avoir que des énergies renouvelables. » Ils y arrivent, et encore partiellement, grâce aux barrages norvégiens et au charbon allemand. Et pour l'Allemagne, un ami m'a raconté qu'en janvier, à une conférence chez 50 Hertz, un gestionnaire du réseau allemand, il en est sorti que dans leurs prévisions, les Allemands comptent fortement sur le soutien du nucléaire français et des interconnexions avec les autres pays. C'est une manière de faire qui fonctionne, s'ils sont les seuls à passer au tout intermittent. Le témoignage n'étant pas une preuve, vous n'êtes pas obligé de me croire. Et en France alors? RTE a fait des simulations avec 4 scénarios différents. Leurs simulations sont super, mais elles ont une petite limite par rapport à celles que j'ai montrées la dernière fois.
Vu qu'ils prennent plus de paramètres en compte, car ils ne regardent pas que le besoin de stockage, ils ne font pas tourner leur simulation sur chaque jour de l'année. Ce serait trop compliqué. Au lieu de ça, ils vont partir de quelques jours types dans l'année. Un jour beau, un jour de week-end, un jour sans vent ou avec vent, l'hiver ou l'été. Du coup, ils ne prennent pas bien en compte s'il y a 2 semaines sans vent ou s'il pleut pendant un mois. Ils en sont d'ailleurs bien conscients des limites de leur modèle. Leur premier scénario, le scénario Home, avait comme objectif de réduire la part du nucléaire à 50% de la production en 2025. Pour y arriver, il faut 35 gigawatts d'éolien, 24 gigawatts de solaire et retirer 22 gigawatts de nucléaire. Et vu qu'il manque de sources de production pilotables, on fait comment? Eh bien, on installe 11 gigawatts de centrales de gaz. Vous réalisez, ça veut dire remplacer la moitié du nucléaire que l'on enlève par du gaz. Pour faire la même chose, mais en visant 2035, il y a le scénario Hertz. En allant plus lentement, on peut fermer 2 gigawatts de nucléaire supplémentaires. Mais on installe encore 11 gigawatts de centrales à gaz et on a plus d'énergie renouvelable. Et on doit rénover 700 000 habitations par an. Ensuite, le scénario Ampère, lui, est plus sage. Objectif 50% en 2035, mais en suivant le rythme de développement des énergies renouvelables. Et on réduit moins la part du nucléaire en retirant 14,5 gigawatts contre 24 précédemment. Dans ce cas, ça passe. Pas besoin de gaz car on a bien rénové les bâtiments et que l'on a plus de nucléaire disponible. Ensuite, le scénario Volt. Il y a 2 fois moins de voitures électriques que les 2 précédents scénarios. 8,3 millions de voitures tout de même. Plus que 500 000 rénovations de bâtiments par an, ce qui est déjà énorme. Et on apporte plus d'électricité. Et là, on ne ferme que 9 réacteurs en plus de Fessenheim, donc 8 gigawatts. Dans ce cas également, pas besoin de gaz. On retient quoi de ces 4 scénarios? C'est que ça passe difficilement sans gaz pour réduire à 50% le nucléaire, même si on soutient massivement les énergies renouvelables. Et en plus, plus on veut aller vite, plus on a le risque de faire appel au gaz. Pas le choix. Donc morale, il faut y aller doucement dans la réduction du nucléaire. Et clairement, si on veut aller plus loin que 50% de nucléaire, ce sera forcément en faisant appel au gaz. Donc j'espère que tous ces arguments vous ont convaincu que le gaz est un des grands gagnants du changement du mix énergétique mondial. Mais la question est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est mal? Vous vous souvenez, je vous ai dit dans une autre de mes vidéos que raisonner en bien ou mal, ce n'est pas la bonne méthode. Donc est-ce mieux ou moins bien? Si c'est mettre du gaz pour remplacer du charbon, vu que le gaz semble être moins émetteur en gaz à effet de serre que le charbon, eh bien c'est mieux. Bon, je modère un peu ce propos car une accumulation de preuves émerge pour montrer que ce n'est pas si vrai que ça. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, on va partir du principe que c'est vrai, le gaz est mieux que le charbon. D'après le GIEC, 490 g de CO2 pour le gaz contre 820 g de CO2 par kWh pour le charbon. Si c'est mettre des énergies renouvelables et du gaz pour sortir du charbon, eh bien c'est mieux, pour les mêmes raisons. Si c'est mettre des énergies renouvelables et du gaz pour sortir du nucléaire, eh bien c'est moins bien pour le climat, car le nucléaire émettra moins de gaz à effet de serre, 12 g par kWh. C'est moins bien également pour la biodiversité, car le nucléaire prend beaucoup moins de ressources et d'espace. Moins bien pour notre indépendance énergétique, mais mieux pour ceux qui ont peur du risque industriel nucléaire. Et c'est mieux pour la gestion des déchets, vu que l'on n'a pas de génération 4 des centrales nucléaires, qui permettrait de réduire drastiquement les déchets. Donc si je résume, en France, développer des énergies renouvelables à de fortes proportions du mix énergétique, c'est aujourd'hui, avec nos connaissances actuelles, faire le choix entre le nucléaire et le gaz. Et pour définitivement vous convaincre, j'ai un dernier argument qui devrait clore le débat. Les Belges. C'est bon, là j'étais bien dans le cliché de la Belgique? Eh bien, vous savez quoi? Il y a 2 partis écologiques belges qui l'ont fait, qui ont totalement assumé ce choix, nucléaire ou gaz. Les Belges sont peut-être moins bons au foot que nous, oh la tête de Umtiti, mais au moins ils ont de meilleurs partis écolos que nous. Le parti belge qui se nomme Groen, vous avez vu cet accent pourri car non, je suis pas hollandais. Je ne suis pas un bouffeur de Hardhammer, moi, mais de comté de Roblochon, oui monsieur. Donc le parti Groen a fait le choix de pousser la sortie du nucléaire belge en soutenant les gaziers, en déclarant, je cite, « Ne pas voter ce texte serait un cadeau à ceux qui plaident pour le prolongement du nucléaire. Nous allons donc soutenir la proposition d'un système de soutien aux centrales à gaz, mais avec retenue et vigilance, a déclaré Christophe Calvo. Idem pour l'autre parti écolo belge qui s'appelle Écolo, qui admet que pour réussir à sortir du nucléaire, il fallait le remplacer par du gaz et déclare « Une phase intermédiaire de production d'électricité par le gaz sera néanmoins indispensable pour se passer du nucléaire, mais sur du court terme,
À moyen terme, le développement du renouvelable et la sobriété énergétique permettront de se passer des énergies d'appoint. Eh bien moi, je dis bravo! Enfin, des hommes politiques et des femmes politiques écolos qui disent la vérité. Franchement, ce n'est pas un choix que j'aurais fait moi, mais c'est leur choix. Et c'est un choix que je respecte, car il est honnête et respecte les lois de la physique. À aucun moment je dirais qu'ils ont tort. Ils ont le droit d'avoir comme priorité non pas l'urgence du réchauffement climatique, mais l'envie de sortir du nucléaire. Ils ne sont pas obligés d'avoir la même vision des priorités que moi. Voilà, pour moi, c'était la dernière preuve que pour les gaziers, le développement des énergies renouvelables est un relais de croissance. Et que la morale de l'histoire est, hélas, que plus vous développerez les énergies renouvelables pour sortir du charbon et du nucléaire, au bout d'un moment, vous développeriez le gaz pour assurer l'intermittence. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer les énergies renouvelables. Bien au contraire, il y a des bonnes raisons à le faire et on verra ça dans une prochaine vidéo. Par contre, aujourd'hui, j'insiste sur le aujourd'hui, on a toujours besoin d'avoir une source pilotable complémentaire. Et donc faire le choix cornélien, gaz ou nucléaire. Ne me vendez pas que dans 20 ans, on va avoir plein de nouvelles technos formidables pour produire de l'hydrogène, du méthane et stocker. Peut-être, ce serait super. Mais si vous me dites ça, alors la bonne question serait plutôt: quand peut-on sortir enfin du nucléaire sans passer par l'étape gaz et aggraver le réchauffement climatique? En attendant, soyons aussi forts que les Belges et acceptons ce choix cornélien. J'ai fait le mien, je comprendrais que d'autres ne fassent pas le même. Au fait, pour ceux qui pensent que je suis à fond sur le nucléaire, je vous invite à être encore un tout petit peu patient et vous verrez que vous avez tort. Ma prochaine vidéo sera ma vidéo la plus importante à mes yeux, qui développera une piste pour être le plus écolo possible et comment sortir du nucléaire, entre autres. Merci pour votre temps de cerveau disponible, et j'ai bien dit votre, car il paraît qu'il ne faut plus que je tutoie. Donc merci, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. Arvi pas.